Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Géopolitique Internationale, votre hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre la géopolitique internationale. Et bien sûr, les États-Unis et la France sont de plus en plus préoccupés par la présence russe dans le Sahel. Essayant de taire toutes leurs divergences, notamment celui après l'épisode des sous-marins australiens, les deux alliés semblent être sur la même longueur d'onde dans le dossier ou dans les dossiers africains. Soutenant la position de la France, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, a fait part de sa sérieuse inquiétude quant à un éventuel déploiement au Mali du groupe de sécurité privée russe Wagner, avec lequel, dit-elle, les autorités de Bamako seraient en discussion. Eh bien, comment comprendre cet acharnement de Washington et Paris contre la présence russe dans le Sahel? Les deux pays ont-ils des intérêts convergents dans cette partie de l'Afrique? Si oui, quels sont ses intérêts? Eh bien, on parlera aussi de l'actualité puisqu'elle nous a amené à constater ce tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Cette semaine donc, le président Emmanuel Macron et Joe Biden se sont entretenus à Rome. C'était à la veille du G20. Une rencontre pour sceller leur réconciliation après la crise des sous-marins. Et justement, était-ce une maladresse, comme le prétend Washington, ou tout simplement une leçon de géopolitique donnée à la France? C'est une question que l'on se pose dans le cadre de cette édition de géopolitique. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance en la télévision panafricaine pour mieux comprendre l'actualité géopolitique internationale. Trois de nos invités ont répondu présents aujourd'hui pour nous donner plus d'éclairage sur ce qui se passe dans le monde. Parmi ces invités, Tariq Mani. Tariq Mani, bonjour. Bonjour, cher Bachir. Bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs d'Afrique Média, la télévision donc panafricaine qui essaye de donner divers points de vue parce que malheureusement pour nous tous, en Europe, en Occident comme en Afrique, les médias sont aujourd'hui des médias monothématiques. Ils prennent que des gens qui sont d'accord entre eux pour dire la même chose. Et heureusement qu'ici, Luc d'un côté à Bruxelles, Gamal à Paris, moi-même à Paris, bon, on n'est pas toujours tout à fait d'accord. Pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, des chocs des idées jaillit la lumière, disait quelqu'un. Et bien sûr, vous l'avez dit, Gamal Abina est avec nous ce matin. Bonjour Gamal. Bonjour à vous et bonjour Afrique Média. Voilà, merci d'être avec nous, Gamal, cette semaine encore. Hein, un programme chargé qui ne vous empêche pas d'être des nôtres. Luc Michel est avec nous également, consultant international d'Afrique Média. Bonjour Luc. Bonjour à vous, Bachir, et je remets à nos téléspectateurs le bonjour de Fabrice Bayor, mais il est en panne d'informatique, voilà pourquoi il n'est pas parmi nous cette semaine. En tout cas, on lui souhaite tout ce qu'il y a de bien pour que ça se rétablisse. On a besoin de lui sur nos plateaux. Alors, pourquoi ne pas commencer par Gamal Abina? Gamal, l'actualité a bougé, elle continue de bouger, et des inquiétudes se ressentent de plus en plus dans le Sahel quant à la présence russe venant du bloc occidental, notamment les États-Unis et la France. Oui, c'est normal qu'il y ait des inquiétudes parce que les Russes vont très vite, contrairement aux Français, aux Américains et aux Anglais, qui avaient adopté la stratégie qui est très connue d'ailleurs, c'est une stratégie militaire qu'on connaît très bien, du conflit de basse intensité. Donc le principe, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours des moments, des zones de tension, des petites guérillas, des États déstructurés ou atomisés, hein, on le voit un peu partout en Afrique aujourd'hui. Et cette perspective permet de pouvoir gérer un conflit de basse intensité qui ne sort pas des frontières et parallèlement à cela, de continuer à exploiter les réserves de pétrole, d'hydrocarbures, de gaz et d'autres minerais. Donc effectivement, la présence russe commence à poser problème parce qu'ils ont décidé de changer de stratégie, de faire en sorte que les pays africains deviennent pérennes, se stabilisent. Alors les Russes sont sortis de leurs frontières il y a déjà quelques années de cela, puisqu'on avait beaucoup poussé les frontières de l'OTAN à la limite de la Russie. Et puis quand ils sont arrivés au niveau quasiment de la frontière russe, au niveau de la Crimée, au niveau de cette région qui est très très disputée, hein, parce qu'il faut se rappeler que c'est une région qui a été très tendue avec les Russes. Eh bien à ce moment-là, les Russes ont décidé de sortir de leurs frontières et de mettre un stop à l'avancée de l'OTAN. Et par là même, le déploiement des Russes, on l'a observé en Syrie, a stoppé effectivement la pagaille qui était organisée de l'extérieur. Et maintenant, les Russes ont décidé de déployer leurs conseillers militaires, lors
armements, parce qu'il y en a quelques-uns qui passent, pour stabiliser les États, instabilisés depuis à peu près, depuis quasiment l'indépendance. Donc c'est vrai que les Russes posent problème aux États-Unis et à la France, parce qu'ils ont décidé de mettre un stop à cette stratégie de déstabilisation organisée avec exploitation continue des richesses. Pour prendre un exemple le plus évident, la Libye a été détruite par enfin un peu plus d'une dizaine de nations, mais particulièrement l'Angleterre, la France et les États-Unis, comme toujours, avec un peu la participation de la Hollande ou de l'Italie. Mais il n'en demeure pas moins que la Libye, bien que détruite, continuait à exporter du pétrole, ce qui veut dire qu'effectivement, on a quand même fait en sorte que l'exploitation des réserves du pays, l'argent du pays, donc, soit toujours exploité, toujours volé en l'occurrence, alors que le pays était chroniquement en guerre civile. Donc les Russes ont décidé d'intervenir, le font, et ça inquiète bien les états-majors occidentaux. Avec vous, mais quel intérêt ont les Russes à marcher quand même sur les plates-bandes des Américains et des Français? On sait que le Sahel, pour ne pas dire l'Afrique, est considéré quand même comme la chasse gardée occidentale. États-Unis, Est-Ouest, donc ce fameux conflit de blocs qui s'opposaient. Et les alliés de l'Ouest, évidemment, étaient essentiellement l'Europe occidentale, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc ce fameux mur qui séparait l'Occident de l'Orient européen, qu'on a appelé le rideau de fer, était installé un peu partout, non seulement en Europe, mais dans le reste du monde. On le voyait au Yémen, on le voyait avec l'Irak et quelques alliés arabes. Les Russes ont décidé, effectivement, depuis la chute de leur empire, il y a eu une dérive qui a duré 10 ans, ont décidé de restructurer leur propre système économique. Donc, la problématique de la Russie, c'est un pays qui était monoproductrice de richesses. Elle faisait essentiellement du gaz et du pétrole, et à côté de ça, fabriquait des armements considérables. Donc, le principe des Russes, c'était de faire une économie basée sur deux aspects, non pas l'industrie civile qui les intéressait très peu, mais beaucoup le militaire, et beaucoup d'extraction minière et pétrolière. Aujourd'hui, la Russie a décidé de changer son économie, de la réformer, et pour la réformer, elle a besoin de réserves, alors elle a besoin de ressources en l'occurrence. Et parallèlement à cela, il lui faut des parts de marché. Et il faut, pour gagner ces parts de marché, sécuriser ces acteurs qui sont en Afrique en l'occurrence et qui sont chroniquement stabilisés. Donc, si les Russes se sont redéployés en Afrique, c'est deux choses. Parce que historiquement, ils étaient déjà un peu présents dans certains pays. On se rappelle évidemment l'Éthiopie, mais pas seulement. On voit l'Angola, par exemple. Mais à côté de cela, ils étaient totalement absents sur le plan économique. Ils ne faisaient que vendre des armes. Aujourd'hui, les Russes ont décidé, avec évidemment une sorte de stratégie commune avec la Chine, de se redéployer sur l'Afrique, parce qu'on sait deux choses de l'Afrique, c'est que d'abord c'est le plus grand continent du monde, ce que les gens ne voient pas, parce que les cartes sont faussées, les proportions continentales ne correspondent pas à la réalité. Et la deuxième chose, c'est la plus grande réserve au monde de tout minerai possible et imaginable. C'est-à-dire que l'Afrique regorge de toutes les richesses que le monde a besoin dont le monde a besoin pour pouvoir se développer. Donc les Russes l'ont parfaitement anticipé, sont en train de réformer leur économie, sont en train de revoir leur politique extérieure et surtout commencent à dire aux empires français et anglais, on vous a arrêté en Ukraine, on vous a arrêté en Crimée, on vous a arrêté en Syrie, maintenant on va vous arrêter en Afrique. Donc c'est une stratégie qui est parfaitement réfléchie et qui évidemment inquiète les états-majors occidentaux qui, depuis toujours, se servaient en Afrique des richesses qui étaient exploitées sur place pour pas cher, alors qu'avec l'arrivée des Russes, la concurrence va commencer à être difficile et surtout, ils n'auront plus ce précaré, cette base arrière, cette espèce de champ de bataille permanent qu'ils avaient organisé et qui n'apportait évidemment pas de développement en Afrique. Voilà donc qui est clair. Merci Gamal, je reviens à vous. Alors, pendant ce temps, Tariq Mani, alors comment vous analysez ce qui s'apparente à une sorte d'acharnement quand même contre les Russes, puisque depuis qu'ils sont là, on entend presque tout l'Occident s'exprimer sur la question. L'Allemagne en a parlé, la France, les États-Unis, pour ne pas dire l'Union européenne en général. Acharnement, c'est peut-être pas le mot. Disons peut-être que pour moi, le mot serait plus tentative de résistance. Comme l'a dit Gamal, sur la plus grande partie, je partage ce qu'il a dit. L'Occident en général, la France en particulier, plus l'Angleterre et les États-Unis, considèrent depuis les indépendances des pays africains que c'est un territoire acquis, à défaut d'être conquis, parce qu'il était conquis jusqu'aux indépendances, il est passé à acquis. Et la règle du jeu, la règle tacite pendant la guerre froide, c'était que, en gros, l'OTAN, l'Occident n'interviendrait pas dans l'Europe de l'Ouest au-delà de Berlin et du mur de Berlin. Et donc ça serait la sphère d'influence de la Russie. Et d'ailleurs, quand Gorbatchev a signé les accords avec les Américains, avec l'OTAN, il y avait un accord moral, parce qu'on n'écrit pas ce genre de choses, que l'OTAN ne ferait pas adhérer à l'OTAN les pays de l'ancienne Europe de l'Est. Et la première chose à laquelle l'OTAN, et en tout cas les Américains ont fait, c'est qu'ils ont procédé à l'adhésion de tous les pays
jusqu'en Pologne, c'est-à-dire la frontière russe, et jusqu'à donc la Crimée. Et à partir de ce moment-là, les règles du jeu et la règle tacite qui a vécu pendant 50 ans, pendant la guerre froide de 1900, en gros de 1945 à 1989 et la chute du mur de Berlin, ne marchait pas. Et donc les Russes, et les Chinois, mais surtout les Russes, ne pouvaient plus se contenter de rester dans les seules frontières de leur pays, de leur empire, et donc il fallait qu'ils mènent le change. Et le change, donc, comme l'a dit si bien Gamal Abina, est d'aller chercher l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi, sur ses propres territoires acquis, d'où ce que vous appelez acharnement. C'est-à-dire que pour les Occidentaux, oui, nous avons le droit d'aller jusqu'à la frontière russe, et pourquoi ne pas infiltrer quelques parties du territoire russe, mais vous, les Russes, vous n'avez pas le droit de venir sur notre territoire. Et donc, c'est la guerre des puissances. Et le puissant du moment, celui qui est en train de monter, c'est plutôt la Russie de Poutine et la Chine que la France qui est en déliquescence, surtout en politique étrangère. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que la France va faire un accord avec les États-Unis pour contrer la Russie en Afrique, alors que les deux frères ennemis se donnent des coups de poignard, ou plutôt le grand frère que les États-Unis va donner un coup de poignard dans le dos des Français en lui faisant perdre le contrat des sous-marins, un contrat de l'ordre de 52 milliards à 72 milliards et un contrat construit sur 50 ans. Donc vous voyez que c'est un problème de rapport de force et d'intérêt des États et des hommes qui sont au pouvoir. Et donc les Américains poignardent les Français. Les Français s'allient aux Américains pour être contre les Russes. Et en définitive, les Russes, eux, sont dans leur logique propre, celle que Poutine a décidé depuis son arrivée au pouvoir, c'est de défendre d'abord les intérêts de la Russie à l'intérieur, mais aussi de défendre les intérêts de la Russie à l'extérieur avec plein d'alliances, principalement la Chine, mais aussi l'Iran aujourd'hui, l'Algérie, et demain peut-être, c'est possible, avec les pays africains qui cherchent à récupérer une nouvelle part de leur souveraineté. Tariq Mami, mais cette bataille des grands, cette lutte d'intérêts, alors est-ce qu'on peut dire qu'elle se fait aux dépens des Africains? L'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, on peut dire que c'est la guerre des titans, la Russie et la Chine contre l'Occident et les États-Unis, mais on peut dire aussi que si les chefs d'État et en tout cas les dirigeants africains savent bien jouer et bien manœuvrer, comme le font d'une part la Turquie d'Erdogan et l'Iran, ils peuvent retrouver à travers cette bataille des parcelles de souveraineté et même d'autonomie et d'indépendance. Donc c'est au chef d'État africain de savoir jouer sur la contradiction de deux titans, de les laisser dans leur bataille et dans l'intervalle profiter de ce laps de temps qui va peut-être durer une décennie ou 2 décennies pour construire leur propre autonomie, pour ne plus être les sbires ni des uns ni des autres, mais un interlocuteur assez fort pour négocier, pour s'imposer, comme l'a fait en tout cas l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. Et d'ailleurs, le paradoxe de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, le président syrien qui a été vomi, qui a été rejeté par tout le monde, aujourd'hui est en train d'être courtisé par les Occidentaux qui l'ont rejeté et même par la Ligue arabe qui est en train de préparer son retour de la Ligue arabe. C'est la souveraineté, la résistance et la volonté d'exister qui permet à tous ces États, la Syrie, l'Iran, la Turquie et demain, si Dieu veut, les pays africains, d'être donc, comme dirait Mandela, le maître de leur destin. De leur destin, c'est donc aux chefs d'État africains de savoir tirer leur épingle du jeu, c'est ce que je retiens. Voilà, merci Tariq Mami. Luc Michel, alors comment vous analysez cette bataille des grands sur le territoire africain, notamment dans le Sahel? Fort différemment, vous savez que les deux blocs sont en train de se constituer en bloc militaire et ils préparent la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, elle est ouvertement évoqué par les géopoliticiens américains comme Josh Friedman. Il la prévoit pour une période qui va de 2050 à 2070. Les Russes aussi, avec Poutine, ils ont un plan de positionnement pour 2050. Les deux blocs, ils cherchent des positions géopolitiques. Celui qui va avoir avec lui l'Afrique va gagner la Troisième Guerre mondiale. Le choix pour l'Afrique, c'est rester un objet de l'histoire,
une néocolonie avec les Occidentaux, ou choisir la liberté de son destin dans un partenariat gagnant-gagnant avec le bloc de l'Est. À partir de ce moment-là, la Russie, mais aussi l'Iran, y mènent contre les Occidentaux une guerre hybride. Et dans la guerre hybride, vous frappez l'adversaire où il est le plus faible. La Russie et l'Iran, donc, frappent le maillon faible du bloc occidental qui est la France, au moment où la France, et là je suis d'accord avec Tarek Mami, la France se comporte comme une carpette vis-à-vis des États-Unis. Elle a été humiliée dans l'affaire australienne et pourtant elle s'est ralliée à Joe Biden. Mais le but des Américains, c'est d'éjecter la France de la France-Afrique, de la redéployer dans la mer Rouge, dans une zone qui va du golfe de Guinée jusqu'à l'océan Indien et de prendre les marchés économiques. Vous savez qu'au sein du bloc américano-occidental, il y a une contradiction interne. C'est que l'allié militaire principal avec l'OTAN, c'est l'adversaire économique principal, c'est la guerre économique entre la France et les États-Unis, entre l'Union européenne et les États-Unis. Les principaux concurrents des Américains, ce sont les Français. C'est Airbus contre Boeing, c'est Areva contre General Electric, c'est Total contre ExxonMobil. À partir de ce moment-là, les Américains sont en train, dans toute l'Afrique, de remplacer les Français par leur principal allié dans l'OTAN, qui est la Turquie d'Erdogan, qui est le cheval de Troie des Américains en Afrique. Ça explique qu'évidemment, pour les Américains, avec leur agenda, mais les Français, avec un agenda différent, il n'est pas possible d'accepter que la Russie s'implante en Afrique et libère les Africains, comme ils viennent de libérer la Centrafrique et comme ils s'apprêtent à libérer le Mali. Voilà ce qui se passe. Dans les pays périphériques, d'ailleurs, c'est la même situation. Le coup d'État que les généraux pro-russes viennent de faire au Soudan, par exemple, il démontre ce que la Russie apporte. C'est la fin de la toute-puissance occidentale. Maintenant, lorsque vous faites comme au Soudan une révolution de couleur, que vous amenez des employés de l'Amérique comme Abdallah Hamdok au pouvoir, eh bien, vous n'avez plus le contrôle total d'un pays. Donc, le but central de la guerre hybride actuellement, c'est le contrôle de l'Afrique, avec un théâtre secondaire qui est le contrôle du Proche-Orient et de la mer Noire. Luc Michel, je reste avec vous un tout petit peu. Mais si, comme vous le dites, le but des Américains, c'est d'écarter la France de sa France-Afrique pour répéter exactement ce que vous avez dit. Mais pourquoi ne fait-elle pas, ou pourquoi, ne fait-elle pas alliance avec la Russie pour écarter cette France? Parce que les affaires sont plus complexes que ça. Ce qui structure la géopolitique mondiale, c'est la constitution de deux blocs. Il y a le bloc américano-occidental qui est centré sur l'OTAN et ses deux copies qui sont l'OTAN du Proche-Orient et qui sont justement le Quad au Pacifique. De l'autre côté, il y a le bloc de l'Est. Il y a maintenant une alliance stratégique entre l'Iran et la Chine et entre l'Iran et la Russie. Et l'organisation de coopération de Shanghai, qui est l'alliance géopolitique du bloc de l'Est, elle est en train de se transformer en contre-OTAN, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée des Iraniens. Mais à l'intérieur de tout cela, le bloc américano-occidental, c'est une mare au crocodile. C'est-à-dire qu'on est alliés géopolitiquement. Les Américains, par exemple, ils ont besoin de la France dans le golfe de Guinée. Ils ont besoin de la France dans la mer Rouge. L'OTAN du Proche-Orient, il est structuré sur un axe militaire français, israélien, émirati. Et ils ont besoin de la France dans l'entrée de l'océan Indien. Mais dans les autres zones, économiquement, ils sont rivaux. Donc, il n'est pas question pour les Américains, évidemment, de s'allier avec l'ennemi mortel, qui est la Russie, la Chine et l'Iran. Mais ça n'empêche pas qu'on ne fait pas de cadeaux aux Français. Les Français, évidemment, ils ont une politique suicidaire. Vous avez le plus grand des géopoliticiens européens, le général Jordi von Lausen, c'est un général autrichien, c'est un disciple de Jean Thiriard, qu'on appelle le Belge préféré de Poutine, c'est le concepteur du néo-racisme. Le général Jordi von Lausen, il dit que la participation des politiciens européens de l'OTAN aux guerres américaines, il écrivait dans les années 90-2000, aux guerres américaines en Yougoslavie, en Irak et en Afghanistan,
Ce sont des guerres contre les intérêts fondamentaux des peuples européens à terme. C'est une opinion que je partage. La France, en participant à l'OTAN, en étant la carpette des États-Unis, en acceptant toutes les humiliations, évidemment, elle mène une guerre américaine contre ses propres intérêts. On l'a vu d'ailleurs en Iran. Vous savez que la France a quitté les marchés iraniens. Elle a par exemple donné le marché du pétrole aux Chinois simplement parce que les Américains lui ont interdit sous peine de sanctions d'agir en Iran. Ça se passe comme ça partout. Il faudrait évidemment une grande politique française comme il y avait à 60 ans. En 1960, la France de Gaulle et de Foccart, elle était l'ennemi et la rivale des États-Unis en Afrique, mais ça s'est arrêté avec Giscard d'Estaing. Auparavant, ils ont été rivaux. La sécession du Katanga, elle a été faite contre les Américains, et la guerre du Biafra, elle a été faite par la France-Afrique et Total contre les Anglo-Saxons. Mais ça, c'est terminé. Depuis le président pro-américain qui est Giscard d'Estaing, la France a basculé totalement dans l'orbite américaine. L'alliance s'est renouvelée avec François Mitterrand, elle s'est renouvelée avec Jacques Chirac, elle s'est renouvelée encore plus avec les trois caniches américains que sont Sarkozy, dont le fils est un officier américain qui vit aux États-Unis, avec François Hollande et aujourd'hui avec Macron. Macron, c'est le choix d'un scénario politique. Il a été choisi par les réseaux pro-américains en France et ce sont les Américains qui l'ont amené au pouvoir contre François Hollande. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La politique aujourd'hui de l'Union européenne et principalement de la France, c'est une politique suicidaire. C'est ce qui fait que l'Union européenne, c'est un géant économique, mais c'est un géopolitique. L'OTAN, ce n'est pas le bouclier de l'Europe, c'est son harnais, c'est ce qui assujettit les pays de l'Union européenne en Europe, en Méditerranée et en Afrique à l'Empire américain. Je vais terminer sur une chose. L'Amérique est une superpuissance, relisez Brzezinski, parce qu'elle contrôle l'Europe occidentale. Pour prendre une comparaison biologique, le premier poumon des États-Unis, c'est l'industrie nord-américaine, Mexique, États-Unis et Canada. Malgré la politique de Trump, c'est le premier bloc continental qui va s'unifier. Mais le deuxième poumon des États-Unis, c'est le contrôle de l'Union européenne. Si les Amériques perdent l'Union européenne au profit de la Russie et de la Chine, ils cessent d'être une superpuissance mondiale. C'est à cela que vise la politique russe, qu'on appelle le néo-eurasisme. C'est la grande Europe de Vladivostok jusqu'à Lisbonne, et c'est là-dessus que vise Xi Jinping avec ses routes de la soie. Les routes de la soie, elles aboutissent en Europe, à Trieste, à Birmingham et à Lisbonne. Le but de Xi Jinping, de Poutine et de Lavrov, c'est d'arracher l'Union européenne des mains des Américains, mais on est dans des plans géopolitiques dans 30 ou 40 ans. On n'est pas dans la situation actuelle. La situation actuelle, c'est que l'Europe, c'est la première des néocolonies américaines depuis le 6 juin 1944. Merci Luc. On retourne vers Gamal Abina. Gamal, est-ce que vous partagez ce point de vue de Luc qui estime que l'agenda français en Afrique est différent de celui des Américains? Et si oui, comment on explique dans ce cas ce qui s'apparente à une sorte de convergence dans les intérêts? Alors oui, il faut être très clair sur un point, parce que les gens ont tendance à exagérer l'alliance anglo-franco-américaine. Ce ne sont pas des alliés qui s'aiment, ce ne sont pas des gens qui sont en adoration les uns des autres. Il ne faut jamais oublier que l'Amérique est essentiellement une constitution, je parle de l'Amérique du Nord, a été construite essentiellement par la colonisation franco-anglaise, avec un peuplement de beaucoup d'Allemands qui étaient réfugiés là-bas, mais c'est surtout les franco-anglais qui ont conquis l'Amérique du Nord, et ils se sont battus sur le théâtre pour posséder le territoire. Et après, les Français ont fait alliance avec les Américains, les Américains sur place, les Américains, ce qu'on appellera plus tard les Américains, qui voulaient faire sécession avec l'Angleterre, avec la couronne d'Angleterre, et après les Anglais ont été mis dehors en cédant la Louisiane. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une concurrence permanente, on l'observe parfaitement durant la Première Guerre mondiale, où l'Angleterre laisse la France, encourage la France quasiment à la guerre, comme pour la Seconde d'ailleurs, et les Américains sont en embuscade derrière en laissant ces gens se massacrer entre eux. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas d'alliés. Hein. Ce sont des gens qui font les affaires. Les Américains ont très très bien réussi à tirer leur épingle du jeu, puisqu'ils ont vendu des armes dans des proportions
inimaginable entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs ces deux guerres qui ont permis à l'Amérique de devenir la première puissance mondiale. Mais surtout, ils profitent de l'instant et à la dernière minute, les Américains interviennent en 17 quand il y a la Première Guerre mondiale ou en 44 quand il y a la Seconde pour venir sur le théâtre de l'opération européenne pour finir le travail qui était déjà fait par les Russes. Donc ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas des amis. Le terme ami ne veut rien dire en politique. Ce sont des gens qui ont des intérêts tous parfois convergents, très souvent divergents. Alors, ils convergent pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont un ennemi commun en face d'eux, on prend l'exemple par exemple de l'Iran, ils sont tous les trois d'accord pour attaquer l'Iran, le mettre sous embargo, faire une stratégie de l'édredon, le blocus, bref, ils font tout pour faire en sorte que l'Iran tombe. Là, c'est pourquoi? Parce que leurs intérêts convergents, c'est le pétrole qui coûte cher et qui n'intéresse ni les Français, ni les Anglais, ni les Américains si le pétrole est trop cher. Ensuite, les intérêts divergent quand le pétrole américain commence à devenir important, quand l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste devient une grande puissance pour l'Amérique. Ils se disent, à tout le moins, mieux vaut avoir un pétrole cher puisque nous pouvons exploiter le gaz de schiste. Et là, à ce moment-là, on se rend bien compte qu'ils ne sont plus alliés, puisque les Français et les Anglais qui n'en possèdent pas deviennent donc dépendants du pétrole et du gaz, et les Américains qui en possèdent se disent, bah, c'est pas grave que ça monte, finalement, ça nous arrange. Donc là, il y a une divergence. Sur la question de l'armement, on l'a bien observé avec l'histoire de l'affaire des sous-marins, qui était une humiliation absolue et totale pour la France, qui s'est fait, je rappelle tout de même, c'est un accord qui a été signé en 2016. Ils se sont fait humilier parce que les Américains leur ont soufflé le gâteau avec les Anglais. Donc là, il y a une alliance anglo-américaine pour clairement prendre les parts de marché français. Donc à chaque fois, il y a des concurrences comme ça économiques qui font qu'ils ne sont pas alliés sur le terrain non plus. Parfois, ils sont alliés quand ça les arrange. Et puis l'autre fois, s'ils voient qu'ils ont un intérêt personnel plus important que l'alliance officielle qu'ils ont avec la France ou l'Angleterre, ben, ils se tirent dans les pattes. Maintenant, avec l'arrivée des Russes, évidemment, la donne change. Parce que si les Russes ou les Turcs ou les Iraniens ou les Chinois se positionnent, là, ils retrouvent un intérêt à être alliés de tous les trois pour faire face à ces ennemis qu'ils considèrent comme étant des ennemis éternels. N'oublions jamais que les Russes ont toujours été considérés comme de grands ennemis, ce qu'ils appelaient les rouges à l'époque, que les Chinois c'était le péril jaune et que les Iraniens évidemment c'est le péril islamique. Ouais. Donc vous avez des catégorisations comme ça qui permettent de pouvoir cimenter une alliance de façade, mais dans les faits, ce ne sont pas des amis, ce sont juste des alliés de circonstances qui parfois convergent et d'autres fois divergent. Et là, en l'occurrence, pour ce qui concerne la France, par exemple, pour en finir, parce que je ne vais pas être trop long, la France, par exemple, les États-Unis ont savonné la planche de la France sur la question algérienne, par exemple. Ils ont dit, il faut que l'Empire français tombe comme l'Empire anglais après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils n'ont pas été capables de faire face aux Allemands et aux Russes. Ils ne méritent donc pas leur empire. On va donc faire en sorte de se montrer, soi-disant, dans une politique décoloniale. L'Amérique a adopté cette position pour fragiliser leurs soi-disant alliés. À ce moment-là, les Américains, si on retire la puissance impériale et coloniale de l'Angleterre et de la France, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, on pourra récupérer cette influence. Et on l'a observé avec le pacte de Quincy qui avait été signé avec l'Arabie, par exemple, en 1945, où les Américains avaient parfaitement anticipé que les Anglais seraient dégagés de la région et que c'est eux qui allaient faire main basse sur le pétrole. Donc, à chaque fois, c'est des rapports de force qui font que d'un côté, ils sont alliés parce qu'ils ont un ennemi commun, comme avec les nazis ou avec les Russes, et de l'autre côté, ils sont capables de se tirer dans les pattes pour pouvoir prendre des marchés, pour pouvoir avoir une zone d'influence qui s'étende et pour pouvoir, in fine, parce que c'est la seule chose qui les intéresse, vendre des armes dans des proportions qui n'ont aucune commune mesure avec n'importe quelle industrie au monde. Le secteur de l'armement rapporte plus d'argent que n'importe quoi au monde. Il ne faut jamais perdre de vue. Donc, c'est un secteur qui crée vraiment des inimitiés parmi ces grandes puissances impériales. Grosse précision en tout cas. Merci, Gamal Abina. Tariq Mani, alors, si l'on revient un tout petit peu dans le Sahel, est-ce que la tentation de faire appel à la Russie, notamment pour le Mali, risque de mettre à mal la coalition Barkhane Takuba, donc la coalition européenne dans le Sahel? Alors, pour rester dans la même ligne, la géopolitique, c'est le rapprochement de trois éléments. C'est d'abord le rapport géographique, avec les voisins, comment ça se passe. Oui. C'est le deuxièmement, les rapports politiques. Et c'est troisièmement, c'est la force militaire. Et pour donc aller un petit peu dans ce qui vient d'être dit, on peut dire que l'Occident, dans sa composante française, anglaise, parce qu'on ne sait jamais si l'Angleterre fait partie de l'Europe ou pas, donc elle a toujours eu un statut à part. Donc l'Occident dans sa composante occidentale, c'est-à-dire les Américains avec les Canadiens derrière, les Français et les Anglais, ont souvent les alliances militaires contre les autres, contre l'Afrique, contre la Chine, contre la Russie. Mais après, à l'intérieur de cette alliance militaire
contre les autres, il y a les propres intérêts stratégiques de chacun des pays, et cette fois sur le plan économique. Aujourd'hui, et depuis en gros l'arrivée de Sarkozy à la présidence de la République française, les États-Unis ont dépouillé l'économie française avec quelque chose de très, comment dire, à la limite en termes politiques ridicule. Les États-Unis adoptent une loi chez eux qui disent que tous ceux qui commercent avec les pays avec lesquels les États-Unis ne sont pas d'accord sont sanctionnés. Et les Français et les Européens acceptent cette règle. Et c'est ainsi que, par exemple, les États-Unis vont donc donner une amende, vont infliger une amende extraordinaire à la banque, à la première banque française, la BNP, et cette banque va payer. Donc, c'est du racket économique. La deuxième opération, c'est Alstom. Si vous regardez, chers téléspectateurs d'Afrique Média, tapez sur Google l'affaire Alstom en France et vous allez trouver comment les États-Unis arrêtent le numéro 2 de cette société Alstom en visite aux États-Unis et l'obligent à signer des accords de vente de cette boîte, de cette grande société française aux Américains. Et derrière, vous avez M. Sarkozy, M. Hollande et M. Macron qui avalissent cette vente au nom de la protection de ses propres citoyens pour que ce citoyen ne soit pas en prison aux États-Unis. C'est d'un ridicule extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Occident, c'est-à-dire principalement la France, parce que l'Europe en tant que globalité n'existe pas, l'Angleterre joue son propre jeu, la France est aujourd'hui une béquille. Tout à l'heure, Luc a parlé du pétrole iranien laissé en chinois. Je vais vous raconter, chers téléspectateurs, une toute petite anecdote pour savoir comment les États-Unis dépouillent la France en Iran et que la France accepte et ferme sa gueule, excusez-moi l'expression. La France avait donc, avec ses voitures, notamment Peugeot, elle vendait près de 500 000 voitures par an en Iran. Les États-Unis adoptent une loi, et font la signer à tout le monde, que les ventes des voitures à l'Iran sont interdites dans le cadre de l'embargo. La France accepte et donc arrête d'exporter 500 000 voitures Peugeot en Iran. Et vous imaginez le nombre d'usines qui vont fermer et le nombre de salariés. Et que fait les États-Unis derrière? Ils adoptent une loi pour autoriser la vente des pièces détachées pour monter les voitures. Et elle confie à la succursale sud-coréenne de Ford, avec un autre nom, à vendre les 500 000 voitures en pièces détachées, en disant à cette société que les Iraniens vont acquérir, j'allais dire, de la compétence technologique, parce qu'ils vont recevoir des voitures en pièces détachées qu'ils vont donc remonter par des salariés et par des travailleurs iraniens. Et quand vous voyez comment se passe cette histoire sans que la France ne rappelle son ambassadeur comme elle l'a fait pour l'affaire des sous-marins, et quand vous voyez que le Canard enchaîné consacre un pavé qui explique par A plus B comment cette opération est passée, et les industriels français et la classe politique française et le président français ne pupent mot. Et aujourd'hui, les Français ont peur de reprendre une initiative économique avec l'Iran sous la menace donc des sanctions américaines contre l'économie américaine. Et donc là, on n'est plus dans des alliances, on est dans une espèce d'alliance militaire contre les autres. Donc on crée un ennemi extérieur qui est aujourd'hui la Chine et la Russie et l'Iran. On parlera tout à l'heure de la situation nucléaire en Iran. Donc ça, on les qualifie d'ennemis extérieurs, mais à l'intérieur, on s'écharpe. Et quand on s'écharpe, c'est les États-Unis qui mangent l'économie française. D'ailleurs, j'ai travaillé un petit peu la semaine dernière. Est-ce que les États-Unis se comportent de la même manière sur l'économie anglaise et sur les sociétés anglaises? La réponse est non. Et pourquoi la réponse est non? Parce que les Anglais sont assez malins et assez joueurs pour venir soutenir les États-Unis dans plein de dossiers, mais pour résister et pour refuser le diktat américain. Les Français, depuis Giscard d'Estaing, mais pour moi c'est surtout depuis le président Sarkozy, a tout perdu, puisque le général de Gaulle est sorti de l'OTAN. Chirac a conditionné le retour à l'OTAN à la direction donc, de la région Méditerranée, et Sarkozy a offert
la France à l'OTAN gratuitement, sans aucun titre. Et donc, quand vous avez des hommes politiques faibles qui desservent leur pays pour servir les États-Unis, on se demande après pourquoi les pays deviennent faibles. Aujourd'hui, la France est en train de perdre du terrain sur le plan économique, sur tous les plans. Bon, le président Macron a fait réaliser quelques chiffres d'affaires économiques intéressants à l'intérieur du pays, mais ces chiffres ne se retrouvent pas à l'extérieur. Aujourd'hui, et la dernière des choses, c'est qu'on a imposé à la France la privatisation de la SNCF, c'est-à-dire du transport des voies ferrées, et résultat, la semaine dernière, une région française, donc Nice, vient de privilégier une société privée contre la société nationale publique SNCF. Et donc, nous voyons devant nos yeux la décomposition du tissu économique français qui est compensée dans les médias par la présence des Africains, des immigrés, des Arabes, des musulmans. Et presque on fait croire, ou on veut faire croire à la France que si la France est aujourd'hui un pays déclassé, ce n'est pas parce que ses dirigeants politiques ont vendu leur pays, en tout cas ne l'ont pas défendu, mais parce qu'il y aurait trop d'immigrés, trop d'Arabes, trop de musulmans, trop d'Africains, et ça serait la faute de ces gens-là. Je rappelle juste une précision technique. En termes de chiffres, les immigrés rapportent plus de Français aux caisses de l'État qu'ils n'en consomment. Voilà, merci à Tarek Mani. Luc Michel, avec vous, on referme cette première partie. Et justement, du point de vue géoéconomique, j'y arrive donc. Qu'auraient les Russes à gagner en s'infiltrant dans le Sahel, un territoire qui était jadis considéré comme la chasse gardée du bloc occidental? Je vais vous répondre, mais ensuite, je vais ramener le débat dans les fondements de la géopolitique. Qu'est-ce que les Russes ont à gagner? Pas des positions géoéconomiques, parce que la Russie, c'est un État-continent, et la Russie possède tout ce que l'Afrique possède. Le gaz, le pétrole, le manganèse, l'uranium en Mongolie extérieure, etc. Mais la Russie, elle veut des positions géopolitiques, elle veut éjecter les Américains, les Britanniques, les Français et les Turcs d'Afrique. C'est la différence entre les Occidentaux. Les Occidentaux, ils ont un agenda géoéconomique, mais les Russes et les Iraniens, ils ont un agenda géopolitique. La géopolitique, elle est structurée par un affrontement fondamental. C'est celui d'une puissance maritime contre une puissance continentale. C'est comme ça depuis 2500 ans, depuis la puissance continentale qui était Rome. Je rappelle que l'Empire romain, il a un héritier, c'est la Russie, qui est la troisième Rome. Contre une puissance continentale, c'est Carthage. Carthage, elle préfigure ce qui était aujourd'hui les États-Unis. À partir du 19e siècle, la Grande-Bretagne, au soir de Waterloo, elle va l'emporter, c'est la puissance maritime, elle va l'emporter jusqu'en 1917, et puis ce sont les États-Unis. Ils constituent l'impérialisme anglo-saxon. Ils ont l'intelligence de comprendre qu'ils doivent être les héritiers, non pas les ennemis de la Grande-Bretagne. L'impérialisme anglo-saxon, c'est les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Grande-Bretagne. Le Brexit, c'est une opération géopolitique des États-Unis pour fracturer économiquement l'Union européenne. Aujourd'hui, on est entré dans la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, elle voit la constitution de deux blocs idéologiques. Plus le bloc capitaliste contre le communisme, comme dans la Première Guerre froide, mais deux blocs géopolitiques. Le bloc occidental, c'est une alliance de puissances maritimes. La principale, c'est la puissance maritime américaine, mais il y a la puissance maritime britannique, il y a la puissance maritime japonaise et australienne, il y a la puissance maritime émiratie, et il y a les Français. Les Français, à partir de 2020, excusez-moi, ils se sont redéployés comme une grande puissance maritime mondiale grâce à leur possession de ce qu'on appelle les confettis de l'Empire sur les 6 océans. La France a le deuxième domaine maritime mondial et elle est indispensable aux États-Unis dans le golfe de Guinée, dans la mer Rouge, dans l'océan Indien. Et parallèlement, la France ne peut garder le contrôle de la France-Afrique qu'en se vassalisant aux États-Unis. C'est en acceptant d'être le gendarme des Américains en Afrique ou le shérif de l'Afrique, comme disait Donald Trump en 2017, que la France a pendant 50 ans
garder le contrôle de l'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que la France est en perte de vitesse partout, parce que les Américains ont décidé que le rôle de la France était terminé, le gendarme ou le shérif de l'Afrique. Face à eux, il y a le bloc de l'Est. Le bloc de l'Est, il se constitue aussi, mais comme une alliance de puissances continentales, qui sont trois vieux empires et trois vieilles civilisations. Il y a l'Empire russe, qui est, comme je vous l'expliquais, la troisième Rome, qui a 25 siècles d'histoire derrière lui. La deuxième Rome, c'était Byzance. Et l'aigle bicéphale de la Russie aujourd'hui, c'est l'aigle bicéphale de Byzance. Il y a la Perse qui existait déjà comme empire avant la Grèce, il y a 25 siècles. Et il y a la Chine qui existe comme empire depuis 22 siècles. Ces trois empires continentaux, ils représentent la négation géopolitique absolue des empires maritimes, des thalassocraties. Voilà donc l'affrontement du XXIe siècle. Et cet affrontement va se dénouer au cours de la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est la guerre froide 3.0 et ils voient les deux blocs prendre des positions. Au milieu de tout ça, le destin demande à l'Afrique de choisir. Soit l'Afrique va rester du côté des Occidentaux et rester une négrocolonie, c'est-à-dire un sujet et un butin de l'histoire, comme elle l'est depuis le XVe siècle. L'esclavagisme, il a un héritier, c'est le colonialisme, et aujourd'hui la globalisation, où l'Afrique va accepter la main tendue du partenariat gagnant-gagnant de l'Organisation de coopération de Shanghai, et l'Afrique va redevenir un acteur de son histoire. Voilà le choix qui s'oppose, voilà l'opposition, et voilà pourquoi la France ne sait pas se dépêtrer de l'alliance occidentale, et elle va le payer aujourd'hui par son déclassement définitif. Nous allons en parler tout à l'heure, puisque c'est le sujet que vous m'avez demandé de développer à propos de la conférence de Rome des puissances occidentales. Tout à fait, Luc. Merci pour ces éclairages. Alors, messieurs, comme vous le constatez, hein, nos deux sujets sont liés. On reste un tout petit peu dans une sorte de continuité. Marius, voilà. On reprend donc la deuxième thématique. Une sorte de continuité, comme je le disais, Gamal Abina, tête à tête Emmanuel Macron et Joe Biden. Les États-Unis ont-ils vraiment été maladroits dans le dossier australien? Comment vous répondez à cette question? Alors, je vais être très clair aussi là-dessus. Il n'y a jamais de maladresse concernant les États-Unis vis-à-vis de leurs partenaires, entre guillemets, franco-anglais, puisque c'est les deux grands partenaires américains. Tout le reste, tous les autres pays, que ce soit la Pologne ou l'Europe centrale, ne sont que des vassaux. Les franco-anglais sont deux puissances industrielles déclinantes. Les États-Unis sont une puissance industrielle qui remonte, puisque avec la politique de Trump, ils ont relancé l'industrie, relocalisé. Bref, il y a un travail considérable pour faire en sorte que l'américaine redevienne, comme disait Trump, America First, la première puissance mondiale. Donc, comme c'était une puissance déclinante et qu'ils ont compris le danger avec l'arrivée des Chinois, concurrents directs, et surtout avec l'arrivée d'autres pays émergents qui ont tendance à aussi développer les industries, eh bien, les États-Unis ont décidé de ne plus faire des cadeaux et ne plus se masquer derrière de faux principes, de faux accords ou de faux respect de règles commerciales. On est aujourd'hui dans une guerre totale en matière d'économie et évidemment, lorsque M. Macron va rencontrer M. Biden, il ne va pas rencontrer son vassal ou son esclave, il va rencontrer un homme qui le domine par une puissance économique qui est 10 fois supérieure, je crois que c'est 2000 milliards d'un côté pour 200 000 milliards, bref, c'est considérable, on est sur des proportions absolument hallucinantes, par un pays qui évidemment est un État-continent, les États-Unis, puis surtout il est dominé parce que de toute façon il n'a pas la main. Le rapport du monde anglo-saxon au sens primaire du terme, c'est un rapport quand même qui est très ancien, qui est très ancré par la langue, par la culture, par évidemment la présence coloniale anglaise en Amérique du Nord quand ils ont conquis les Amériques, et puis ensuite et surtout durablement par une présence économique, une puissance considérable qui est née en Angleterre et qui s'est déportée aux États-Unis. Donc l'industrie américaine est quelque chose qui compte pour les États-Unis plus que tout au monde. Et lorsque les Américains vont souffler le gâteau aux Français littéralement en leur volant cette histoire de sous-marin, ils le font avec une manière qui est d'ailleurs peu délicate, mais qui est qui est très habile. Ils proposent aux Australiens non pas des sous-marins avec une propulsion au diesel, donc un système classique qui autorise pas les Australiens à rester longtemps avec des sous-marins sous l'eau. Ils leur proposent des sous-marins nucléaires.
avec une maintenance possible, avec tout un tas de dispositifs qui permettent de dire, nous les Américains, nous vous proposons la dernière technologie qui vous permettra face aux Chinois, puisque c'est toujours le péril jaune qui revient en sous-jacent, qui vous permettra face aux Chinois d'avoir une force de dissuasion sous-marine suffisamment importante et surtout qui soit permanente. À savoir, quand on a un sous-marin, enfin quand on a une flotte de sous-marins qui stationnent en permanence sous les eaux, eh bien le risque est quasiment absent que les Chinois vous attaquent, ou du moins ça réduit le risque d'attaque des Chinois, parce que les Australiens sont très paranoïaques par rapport à la Chine. Et deuxième chose, il y a une chose importante, c'est que les Américains proposent immédiatement, en attendant la fabrication des sous-marins définitifs, de leur louer des sous-marins à propulsion nucléaire. Donc ça, c'était une méthode qui a été utilisée de façon grossière par les Américains avec évidemment la couronne d'Angleterre, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Australie fait toujours partie de la couronne anglaise. Ça fait toujours partie de ce fameux Commonwealth, mais au-delà de ça, ça fait partie de cet empire anglais qui, même s'il était déclinant, reste quand même très important, puisque la couronne d'Angleterre, c'est pas seulement l'Australie, c'est aussi l'Afrique du Sud, c'est aussi le Canada, c'est beaucoup de pays comme ça dans le monde qui appartiennent à la couronne impériale anglaise. Donc, quand les Anglais font pression sur l'Australie pour que ce soit le marché remporté par les États-Unis, ils ont aussi un intérêt convergent. Donc, oui, M. Macron va voir M. Biden, alors qu'il est en position de faiblesse totale, pour espérer peut-être grappiller quelque chose, mais il n'y a plus rien à prendre. Et M. Biden, qui n'est absolument pas dans une démarche de quelqu'un qui aurait commis une faute par erreur, mais tout ça c'est planifié, va parler M. Macron pour dire c'est pas grave, on va s'entendre de toute façon, quoi qu'il en soit, l'alliance reste, mais économiquement, la France a perdu un énorme marché qui garantissait beaucoup de rentrées de devises, enfin d'argent, qui garantissait beaucoup d'emplois salariés, qui garantissait au moins à l'activité navale française de continuer à perdurer. Et avec ce coup très dur qu'a essuie la France, un de plus, il faut rappeler aussi que les Français n'arrivent pas à vendre leurs Rafales et qu'à chaque fois que les Rafales sont négociés, c'est toujours les Américains qui vont placer leurs avions de combat. Donc, c'est toujours la même méthode, c'est toujours le même constat et c'est toujours les mêmes échecs des Français. Conséquence de quoi, avec un pays qui se désindustrialise comme la France, la perte de ce genre de marché très important a des conséquences très lourdes sur l'intérieur sur l'économie nationale. Donc effectivement, non, quand ils vont se voir, les Américains savent très bien qu'ils ont ils ont mis un coup de couteau dans le dos, mais ils ne vont pas dire ça comme ça, ils vont rester polis. C'est des gens qui sont très polis, vous savez, les Occidentaux. Quand ils vous insultent ou quand ils vous disent que vous êtes un menteur, ils ne vous disent pas que vous êtes un menteur. Vous dites des contre-vérités, façon de vous dire que vous êtes un menteur poli. Ben là, c'est pareil. Quand ils vous disent on reste alliés, ils ne vous disent pas nous sommes des ennemis économiques. Ils disent nous sommes des alliés stratégiques. Mais en vérité, ce sont de véritables ennemis et concurrents économiques qui ne se font pas le moindre cadeau. Donc, il n'y a absolument pas de maladresse, tout est planifié, tout est réfléchi. Macron le sait, Biden le sait, mais les caméras doivent voir que les alliés restent des alliés. Très bien. Voilà donc très belle précision en tout cas. Tarek Mani, alors est-ce qu'on est là dans cette maladresse comme le dit Joe Biden ou alors c'est tout simplement une leçon de géoéconomie? Je dirais tout simplement que c'est une leçon de rapport de force. Le gagnant impose au perdant les termes de la défaite. Oui. Et si le perdant a ressenti l'opération, donc la perte de ce contrat, donc des sous-marins, comme un coup de poignard dans le dos, on va lui dire non, non, t'inquiète pas, c'est peut-être un coup de poignard, mais en tout cas, c'est pas un coup de poignard volontaire. En clair, peut-être qu'on aurait dû te dire avant de te frapper qu'on allait te frapper. Donc, la France est humiliée dans cette affaire. Et son ministre des Affaires étrangères, qui est monté sur ses grands chevaux, a raison les jours où il l'a fait, donc de dire que l'Australie a trahi, que les États-Unis, que la France a reçu un coup de poignard. Ben, accepte le mot, on a fait ça par maladresse, donc on aurait dû, comme je l'ai dit, vous informer qu'on allait vous mettre un coup de poing dans la gueule, et sauf que là on vous l'a donné sans vous prévenir, donc ça fait peut-être un peu plus mal, parce que psychologiquement vous y attendez pas. Alors, la France s'est vengée, et le mot venger je le mets entre 10 guillemets, de l'Australie, puisque le Premier ministre australien a demandé à rencontrer le président Macron, et le président Macron a refusé de rencontrer le Premier ministre australien. C'est la petite vengeance que le président français a trouvée face au Premier ministre australien. Il a rencontré, il était heureux, et il a couru même, le président Macron, pour la rencontre de président Biden, pour rien, je dirais. Et les Anglais vont encore pousser le bouchon, puisqu'aujourd'hui il y a un autre conflit qui concerne donc l'Angleterre et la France sur la question de la pêche, puisque l'Angleterre, comme elle l'a fait pour
comme elle a fait pour le sous-marin, elle est en train de le faire pour le Brexit. En clair, elle a signé des accords de respect de zones de pêche avec tous les pays européens, principalement la France qui est en face de l'Angleterre. Et les Anglais ne respectent pas cet accord. Et donc, ils pêchent, ils font ce qu'ils veulent. Et quand la France lève un peu le ton, on la menace donc de lui interdire la pêche de certaines, dans les zones anglaises de certains poissons. Et donc, la France a un gros problème de stratégie et de vision pour les années qui viennent. Et puisque, si vous voulez, jusqu'au président Chirac, vraiment c'était la fin des fins, il y avait ce qu'on appelle il y avait un plan, un plan quinquennal, et les énarques français travaillaient tout le temps sur il y avait un ministère qui s'appelle le ministère du plan, et on faisait donc sur les 10 ans à venir, sur les 20 ans à venir, et c'est comme ça d'ailleurs que la France a pu construire son TGV et d'autres industries. Aujourd'hui, et depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, il n'y a plus de plan, il n'y a plus de projection, et donc on court derrière l'inflation, on court derrière les 3%, donc le critère de Maastricht, et on ne produit plus d'idées pour demain. La France est en train de se déclasser, la France et l'Angleterre se sont déclassés beaucoup et presque définitivement en 1956, quand ils pensaient encore pouvoir être l'empire du monde et qu'ils ont voulu donc mettre fin à la nationalisation du canal de Suez prononcée par le président égyptien de l'époque, Gamal Abdel Nasser. D'ailleurs, notre Gamal Abina, présent là, et probablement porte ce prénom en hommage à ce grand homme, Gamal Abdel Nasser. Et donc, quand l'Angleterre et la France et Israël ont voulu donc donner une leçon à l'Angleterre, à l'Égypte, ce sont déjà à l'époque les Russes et les Américains qui, pour une fois, étaient alliés, ont donné une leçon aux empires en train de mourir pour leur interdire d'intervenir. Donc aujourd'hui, c'est la dernière phase de décomposition de la politique étrangère française menée par les 3 derniers présidents, et donc la mort de la politique fixée par le général de Gaulle. Et si ce président, s'il est réélu, ou le prochain président ne se redresse pas pour avoir une vision pour son pays, bah, la France sera dans 10 ans, un peu comme la Pologne, un peu comme l'Autriche, un peu comme n'importe quel autre pays européen, resterait en Europe 2 pays forts qui ont un minimum de vision. C'est à la fois l'Allemagne de Merkel et de ses suivants et l'Angleterre. Mais la France aujourd'hui est vraiment, je ne dirais pas qu'elle est dans la passe, je dis qu'elle est au rond-point de son avenir, où elle décide de se libérer de la tutelle américaine, tout à la fois sur le plan juridique, excusez-moi, sur le plan juridique, sur le plan économique et sur le plan de l'armée. Et l'armée, elle a 2 solutions: quitter l'OTAN ou pousser à la création d'une armée européenne un peu équivalente à l'OTAN. Et si elle ne prend pas l'une de ces décisions, bon, on voit la France partir pour devenir un petit pays, comme il y en a tant dans le monde. Et c'est peut-être là l'occasion qui sera donnée aux États africains de profiter du moment de faiblesse de celui qui vous tenait par le cou pour se redresser et créer son propre avenir. Voilà, merci Tarek Mani. Luc Michel, avec vous, on va refermer définitivement cette autre partie. Et justement, mais pourquoi la France n'a pas vu venir le coup américain? Il faut comprendre comment fonctionne le bloc américano-occidental et quelle est la place de la France au sein de ce bloc américano-occidental. Le bloc américano-occidental, il fonctionne comme les empires du Moyen-Âge. Il y a l'empereur avec l'empire central, c'est l'impérialisme anglo-saxon, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie et Israël. En ce moment, Joe Biden est en train d'inclure l'Israël dans l'impérialisme anglo-saxon. Et il y a les vassaux, ceux qui étaient les rois et les barons au Moyen-Âge. L'Amérique dirige les vassaux en les opposant entre eux sur des anciennes rivalités historiques et des nostalgies géopolitiques. Pour la France, c'est la nostalgie de l'Empire français au XVIIe et au XVIIIe siècle qui s'est arrêtée à Waterloo. Aujourd'hui encore, avec par exemple le débat pour la présidentielle française, il est imposé par Éric Zemmour. Éric Zemmour
il ne fait pas des thèmes de politique française, il apporte dans le débat français le thème du choc des civilisations, c'est le thème de Samuel Huntington, c'est l'idéologie fondamentale de l'Empire américain. Mais il y a la nostalgie de la grande Allemagne de Madame Merkel en Mitteleuropa et en Afrique qui est opposée à la France. Il y a la nostalgie de la grande Pologne qui en 1512 avait occupé Moscou contre la Russie. Il y a la nostalgie de la grande Roumanie qui en 1941 avait fait d'Odessa, le grand port russe de l'époque, avait fait un port roumain. Il y a la nostalgie même des Belges de leur empire colonial avec la France-Afrique à la Belge, qu'on appelle les réseaux libéraux de la France-Afrique belge. Il y a toute une série de petits pays, la nostalgie des Espagnols, la nostalgie des Italiens en Somalie et en Libye. Pendant que ces gens se disputent tout ça, eh bien, ils ne sont pas rivaux des États-Unis. Il y a, ne l'oublions pas, la nostalgie de l'Empire ottoman qui est instrumentalisée par les Américains qui se servent d'Erdogan aujourd'hui comme un substitut à ce qu'a été la France depuis 35 ans. Maintenant, quelle est la place des Français? Il faut comprendre que la France, elle a subi une défaite définitive en mai 40, lorsque la France, qui était l'armée vainqueur de la Première Guerre mondiale, elle a détalé devant la Wehrmacht en 30 jours. En 1944, lorsque les Américains envahissent l'Europe, dans leurs fourgons reviennent les politiciens européens. Mais les vaincus de 40, ce ne sont pas les vainqueurs de 1944. De Gaulle va vendre une imposture historique. Lorsque De Gaulle débarque en France en 1944, les Français ont 2 divisions. Ils sont équipés de matériel et d'uniformes américains, mais les Américains, ils ont 140 divisions. De Gaulle, il a à ce moment-là un coup de génie. Pour négocier sa place à la table des vainqueurs, il va négocier avec Staline. Et Staline est heureux de jouer un mauvais coup aux Américains. Il soutient le général de Gaulle. Mais la France, c'est terminé pour elle depuis Waterloo et depuis mai 40. En 1960, le général de Gaulle, il tente une dernière fois une politique indépendante des Anglo-Saxons. C'est l'époque de Gaulle et des Focards. La première France-Afrique, elle s'oppose aux Anglo-Saxons en Afrique. En 1975, c'est un président pro-américain. De Gaulle appelait le parti de Giscard d'Estaing. Il disait c'est le parti américain en France. Les Américains créent la French American Foundation. C'est une opération d'entrisme de la politique française qui contrôle tout, la politique, l'économie, la finance, les médias. Lorsque François Hollande devient président, dans son gouvernement, il y a 9 membres de la French American Foundation, dont Hollande lui-même. Macron, c'est un ancien membre de la French American Foundation, et son ancien Premier ministre, Philippe, et également, avant lui, François Hollande. Voilà ce qui se passe. Depuis cette époque, les politiciens français, ce sont des agents américains. Ça explique qu'ils acceptent l'humiliation permanente de la France. Et moi, je le dis crûment, ça choque nos amis français, mais la France, c'est une carpette sur laquelle les Américains s'essuient les pieds. On le voit encore à Rome aujourd'hui avec Macron qui a accepté cette humiliation. Quel a été le rôle de Macron? Macron, il a été choisi par la French American Foundation. Le représentant de ces réseaux, c'est un certain Le Drian. C'est Le Drian qui présente Hollande et puis Macron à Obama. Et Macron, il a une mission, c'est de liquider le modèle social européen qui est partagé par la France, par l'Allemagne et par la Belgique. Qu'est-ce que c'est le modèle social européen? Participation de l'État dans l'économie, sécurité sociale. Le but de Macron, le premier Macron de 2017-2018, c'est de liquider ça. Macron, en 2017, il est candidat, il expose son rôle politique dans une interview en anglais à la grande revue anglo-saxonne Monocle. Monocle, c'est une revue de géopolitique qui est éditée à Londres, à New York et à Hong Kong. Et Macron explique crûment qu'il est un agent américain. Tout ce qu'il va dire après, c'est simplement des discours pour rouler les Français.
Mais à partir de 2018, Trump et aujourd'hui Biden ne sont plus d'accord avec ce rôle de la France parce que notamment la France a perdu la guerre du Sahel et parce que les intérêts économiques, c'est la crise notamment du Covid-19, les intérêts économiques des anglo-saxons priment sur ceux de la France. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les anglo-saxons décident d'humilier la France. Il y a même une conséquence. On s'est réjoui en Afrique, vous savez, du scandale de Le Drian. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est le scandale de Le Drian? Le Drian, il a sa carrière politique terminée. C'était en 2017 le mentor géopolitique de Macron. Mais Le Drian, c'était le patron des réseaux américains. Mais quand intervient l'affaire des sous-marins, Le Drian, il est insultant vis-à-vis de Joe Biden et de Kamala Harris, et donc on vient de lui donner une leçon. Mediapart, qui lance le scandale de Le Drian, c'est une officine au service des réseaux de George Soros. Ce n'est pas un journal, c'est une officine barbouza qui a toujours porté les sales valises de la sale politique américaine en Europe et de celle des réseaux américains en France. Le Drian, c'est terminé, et c'est une leçon que les Américains ont donnée à Macron. Ils lui ont dit, vous êtes le suivant, faites profil bas, acceptez tout, parce qu'autrement vous allez le payer cher. Et Tarek Mami a raison de le dire, l'humiliation continue. Qu'est-ce que ça a été le Brexit? C'est une opération géopolitique de l'impérialisme américain pour fracturer l'Europe et pour fracturer l'euro et la place financière de Francfort au profit de la place financière de Londres. Les réseaux qui ont manipulé le Brexit, ce sont les réseaux, notamment, souvenez-vous de la firme Cambridge Digital, ce sont les réseaux financés, qui ont financé l'accession de Trump au pouvoir en 2016. Eh bien, le Brexit continue aujourd'hui. Que fait la Grande-Bretagne avec cette histoire de la pêche? En réalité, elle veut continuer à faire chuter la France et à saboter la présidence de la France. La France va prendre la présidence tournante de l'Europe dans quelques jours. Elle arrive amoindrie, elle arrive défaite, elle arrive avec des positions qui sont définitivement Et bien sûr, terminées. Luc, on va Moi, chuter. je ne crois pas comme... Je termine, si vous voulez bien, par un mot. Oui. Je ne crois pas comme Tarek Mami que la France est encore à l'heure du destin. L'heure du destin, elle est passée le soir de Waterloo. Elle est passée le soir du 30 mai 1945. La France, c'est définitivement terminée. Dans 10 ou 15 ans, ça sera une petite puissance en Europe. Merci Luc. Messieurs, avec votre permission à tous, c'est générique. Au Mali, manifestation au Burkina Faso, tout ceci pour dire non à la présence française dans le Sahel. Gamal Abina, la parole est à vous pour nous expliquer ce qui s'apparente à une grande révolution populaire contre la présence française dans le Sahel. Tout à fait. D'abord, ça commence par plusieurs choses. Les Français ont tendance, parce qu'ils perdent pied dans la région, à dire, et ça c'est extraordinaire tout de même pour un pays qui se réclame des droits d'homme et de la démocratie, à dire que les populations qui manifestent contre la présence française au Sahel sont des populations qui seraient soit manipulées tour à tour par les Turcs, c'est ce qu'ils disent actuellement, Oui. ou par les Russes. Oui. Et le problème, c'est qu'ils ne veulent pas regarder la vérité en face. D'abord, tout à l'heure, il a été fait référence aux différentes opérations qui ont eu lieu, particulièrement à l'époque dans l'Afrique centrale ou en RDC, sur les questions des différentes interventions militaires comme ça pour déstabiliser ces pays. Mais surtout, ce que les Français ont tendance à oublier, c'est qu'avec une puissance qui se dit quatrième, cinquième puissance militaire mondiale, ne pas venir à bout de quelques djihadistes dans le désert qui menaceraient, je dis bien menaceraient, la capitale malienne, ça a quand même choqué la population. Alors je m'explique. Lorsque l'on voit qu'il y a quelques types dans des véhicules rapides, en gros dans des pick-up qui foncent en direction de la capitale de Bamako, par exemple, on se dit c'est quand même très étrange qu'un État, on parle d'un État, même s'il n'a pas d'avion de combat, même s'il n'est pas très équipé sur le plan des blindés,
ne soit pas en mesure de stopper cette petite colonne de véhicules. Donc ça ne tient pas la route. Mais en revanche, comme je parlais tout à l'heure de conflits de basse intensité, ça permet d'autoriser une intervention militaire étrangère pour dire attention, danger. Les djihadistes arrivent, l'ogre islamiste est de retour, donc on ne peut pas faire en sorte que ces gens prennent le pouvoir au Mali. Alors, on va être très clair sur un point, pour qu'il y ait une prise de pouvoir de mouvements radicaux, qu'on appelle djihadistes ou salafistes, ou on les nomme comme on voudra, il faut qu'il n'y ait plus de pouvoir. On prend l'exemple de la Syrie, par exemple, les zones qui avaient été contrôlées par Daesh, il n'y avait plus de pouvoir central, il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus de police. Donc, ils sont arrivés là où il y avait du vide. L'Irak, c'est pareil. Dans le nord de l'Irak et dans l'Est, il n'y avait plus de pouvoir central, il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus donc de possibilité de stopper ces organisations qui arrivaient dans une place qui était vide, encore une fois. Et comme la nature, comme on dit toujours, a horreur du vide, elle a été remplacée par ces organisations. Donc, à chaque fois qu'on a, même à l'histoire de l'Afghanistan, c'est pareil. Quand les talibans arrivent, ils arrivent sur une scène où le pouvoir s'est effondré et où Gulbuddin Bachar et puis Massoud se battent entre eux. Donc, quand ils arrivent sur un terrain fragilisé, ils prennent le pouvoir qui n'existe plus. En revanche, au Mali, il y a bien un pouvoir central qui existe, il y a bien un État, il y a bien une structure, il y a bien une police, une armée, mais les Français sont précipités pour dire, présentant leurs bons offices, de dire on va les stopper. 8 ans plus tard, l'échec est patent et total, et donc la population, qui n'est pas bête, il faut pas perdre de vue, ne peut pas entendre qu'elle est manipulée par des Russes qui leur diraient n'aimez pas la France, ou des Turcs. Elle comprend parfaitement que si les djihadistes et les groupes radicaux ne sont pas arrêtés avec tous les moyens extraordinaires quand même d'observation du ciel, que ce soit les satellites espions, les drones d'espionnage, qui existent aussi, ou même simplement du renseignement, que les forces françaises ont quand même des capacités de renseignement très importantes, on ne tient pas de résultat, c'est qu'il y a un problème. Et donc, une fois que les Français sont mis en échec, par exemple sur les questions de la Centrafrique, c'est quand même catastrophique ce qui passe en Centrafrique, entre les chrétiens et les musulmans d'un côté, les forces loyales de l'autre, c'était une horreur. Les Russes arrivent, ils arrêtent tout. Les Africains ne sont pas bêtes. Ils voient que les Russes arrivent, ça s'arrête. Quand les Français ou les Anglais, enfin en l'occurrence c'est les Français, ils sont, ça continue. Donc si les conflits sont arrêtés par une force militaire déterminée, le résultat est là. Donc s'il y a une impopularité de la France en Centrafrique, ça c'est réglé, mais surtout en Afrique subsaharienne, particulièrement au Mali, puisque on parle du Mali, on parle du Niger, on parle aussi de toute la région qui est touchée par Boko Haram, par exemple, que ce soit le Nigeria, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Il y a un problème de déterminant, à savoir est-ce que la force militaire qui vient proposer d'arrêter l'invasion le fait sincèrement ou ne le fait pas. Ensuite et surtout parce que il y a des zones au Mali qui appartiennent littéralement à la France, les zones dans lesquelles les militaires maliens ne peuvent pas entrer. Donc toutes ces questions de souveraineté, de sécurité, de volonté déterminée à vouloir mettre fin au conflit semblent de plus en plus ou interrogées sinon absentes, et donc les populations manifestent leur rejet de la France. Ensuite, on peut comprendre qu'ils rejettent la France pour deux raisons. D'abord, c'est une puissance coloniale. Ensuite, parce que la France avait promis en 90 à la Baule qu'avec la démocratie, le développement économique arriverait, ça n'est pas arrivé. Ensuite, à chaque fois qu'ils interviennent, il y a des morts, mais il n'y a pas de résultat pour stabiliser le pays. Et puis surtout, la France ne donne pas les moyens aux pays qui sont attaqués de se défendre. On leur parlera tout à l'heure, ce que font les Turcs, ce que font les Iraniens, ce que font les Russes, les Chinois. Ils commencent à équiper les forces armées de matériel qui permettent une souveraineté d'État, parce qu'encore une fois, je le dis, un pays qui est incapable de défendre ses frontières n'est pas un vrai pays. C'est un vassal ou tout au plus suivi un protectorat. Le protectorat étant une forme de colonisation très connue. Je pense que les Maliens, que ce soit l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest ou centrale, se rendent bien compte que la France pose de plus en plus de problèmes dans cette région. Très bien. Merci Gamal et d'avoir été très bref d'ailleurs, ça nous permet d'avancer aussi rapidement et de gagner un temps. Tariq Mani, la parole est à vous. Alors, on va juste rappeler qu'il y a quelques jours, Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, a annoncé avoir obtenu une rallonge d'1,5 milliard de dollars pour préparer une attaque potentielle contre les sites nucléaires iraniens. Alors, Israël est-il prêt à une guerre contre l'Iran? Alors, c'est un gros morceau que cette question. La première question nous interroge, nous les Africains. Oui. Nous les Africains d'Afrique, nous les Africains d'Europe, nous les Africains à travers le monde. Qui peut décider que tel ou tel pays a le droit donc d'avoir la bombe nucléaire ou pas, et pourquoi quelques États ont décidé que les 5 membres du Conseil de sécurité, eux, ont le droit d'avoir cette bombe nucléaire et de l'assumer, qu'Israël a cette bombe nucléaire, mais elle s'en cache et à ce jour, elle dit qu'elle ne l'a pas, en tout cas, elle ne dit rien, que
l'Inde et le Pakistan obtiennent cette bombe nucléaire, que la Corée du Nord obtienne la bombe nucléaire, et quand l'Iran, à qui on prête l'intention d'avoir la bombe nucléaire, tout d'un coup, ces messieurs, surtout les Occidentaux et Israël, disent non, l'Iran n'a pas le droit d'avoir cette bombe nucléaire. À ce titre, je voudrais rappeler aux téléspectateurs 2 ou 3 informations factuelles qu'il faut retenir dans tout débat quand on parle de l'Iran. Le premier fait factuel, c'est que quand il y avait le Shah qui était au pouvoir en Iran, les Israéliens et les Saoudiens ont voulu l'aider pour obtenir cette bombe nucléaire, les Saoudiens en finançant et les Israéliens en voulant donner la technologie, parce qu'à l'époque, les deux considéraient que l'Iran est une puissance occidentale, est un rempart à l'époque à la Russie, il n'y avait pas encore la question de la Chine. Et donc, à partir du moment où c'est un rempart, on doit lui donner la bombe nucléaire. Deuxième fait factuel qui remonte un peu avant, c'est-à-dire 1954, c'est la France qui a donné les moyens techniques à Israël pour obtenir la bombe nucléaire. Troisième fait qu'il faut retenir, c'est que si on entend la version stricte des Iraniens, les Iraniens disent qu'ils veulent arriver au contrôle de la connaissance, de la maîtrise de l'atome pour le domaine civil et qu'ils s'interdisent, suite à une fatwa, à un décret religieux de Khomeini, de construire cette bombe nucléaire parce que Khomeini considérait que la bombe nucléaire détruit la création de Dieu et que personne n'a le droit de créer ce genre d'arme. Donc, une fois qu'on a rappelé que Israël a obtenu la bombe atomique par la France, que Khomeini est contre la bombe nucléaire dans son principe, et que Israël et les Saoudiens voulaient que l'Iran de l'époque obtienne la bombe nucléaire, on vient au fond du sujet. À quel titre Israël, qui n'a signé aucun accord international contre la prolifération donc, des armes nucléaires, vient dire, moi, Israël, je décide que l'Iran n'a pas le droit d'avoir cette bombe. Et rien qu'à ce titre, tout homme libre doit dire, ben, l'Iran, si elle le décide, elle a le droit d'avoir la bombe nucléaire, comme les 7 autres pays, et surtout comme Israël. Et tous ceux qui disent, ah, comme disent les Israéliens, l'Iran ne doit pas avoir la bombe nucléaire, ce sont des hypocrites pour parler moral, et ce sont des impérialistes pour parler politique, parce que l'Iran est un pays aujourd'hui qui a les mêmes droits que tous les autres, et qu'on ne vienne pas nous parler de droits de l'homme, d'égalité, de fraternité humaine, quand on fracture cette fraternité et qu'on dit celui-là il a le droit, celui-là n'a pas le droit. Maintenant, parlons sur le fond. Après des années et des années de négociations, l'Iran signe un accord dans lequel elle s'engage à ne pas donc enrichir l'uranium qui permet de fabriquer une bombe nucléaire. C'était en 2015 et avec Obama. Et vous avez un an après un président américain Trump qui vient dénoncer cet accord et en sortir. Oui. Et donc on voudrait, en Occident, États-Unis compris, que les États-Unis se retirent d'un accord, mais que l'Iran, elle, reste dans cet accord de respecter l'accord signé qui n'existe plus. Oui. Et ce sont toutes ces absurdités qu'aujourd'hui, personne ne peut accepter. Alors, quand le ministre israélien de la Défense ou le Premier ministre annonce ce qu'il veut, aujourd'hui, Israël a 2 choix. Et 2 choix très, très difficiles. Ou elle oublie l'Iran et elle se tait et elle ne parle plus à ce dossier, ou elle attaque l'Iran et les sites nucléaires iraniens comme elle l'a fait pour l'Irak, avec cette nouveauté depuis l'invasion de l'Irak et la guerre civile en Syrie, c'est que avant 2003 et l'invasion américaine, il y avait en gros 4 frontières terrestres entre l'Iran et Israël, puisque pour avancer, il aurait fallu que l'Iran traverse l'Irak avec lequel elle était en guerre avec Saddam, traverse tout le territoire avec l'accord ou sans l'accord donc des Irakiens, et fasse la même chose en Syrie pour arriver à la frontière palestinienne, israélienne, le Golan. Or, les Américains ont fait le boulot pour l'Iran. Ils ont détruit l'Irak,
et ils ont fait détruire la Syrie, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée iranienne, habillée à la Wagner ou habillée officiellement, elle est à la frontière d'Israël. Et si Israël venait aujourd'hui à bombarder donc, les installations nucléaires iraniennes, d'abord, il faudrait pouvoir détruire la totalité de ces installations. Et contrairement à l'Irak qui avait deux centres donc de recherche connus, aujourd'hui, en Iran, les centres de recherche nucléaire sont dispersés sur la totalité du territoire et sont même enfouis sous terre. Et quand bien même Israël aurait détecté quelques-uns, il en restera toujours d'autres. Donc aujourd'hui, Israël, si elle veut faire cette guerre, il faut qu'elle bombarde, il faut qu'elle réussisse son bombardement, il faut qu'elle évite ce qu'on appelle le retour de flamme, notamment avec des nouveaux missiles sol-air qui viennent d'être installés en Irak et en Syrie, donc à quelques kilomètres de la centrale de Daïmouna. Je rappelle juste aussi pourquoi Israël, en définitive pour moi, ne pourra pas attaquer les centrales nucléaires iraniennes. C'est parce qu'il y a quelques mois, à la suite d'une des attaques israéliennes sur le territoire syrien, il y a un missile, et je vous invite à lire les articles, surtout dans la presse arabe, c'est quelque chose de hilar, de rigolo. Les Israéliens déclarent qu'il y a des missiles qui ont été tirés vers donc, la centrale nucléaire israélienne qui s'appelle Daimona, et que les missiles se sont arrêtés en clair 10 km avant ce centre. Alors, c'est soit, en termes de lecture géopolitique, les Iraniens ou les Syriens ont tiré donc, des missiles à courte portée de manière à ce qu'ils n'atteignaient pas donc, cette centrale de Daimona, soit qu'il y a quelque chose de l'esprit qui s'est passé pour que les missiles s'arrêtent juste avant. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Israël ne peut plus attaquer cette centrale parce que si elle les attaque, le retour de flamme sera plus important, d'autant plus, comme on le dit tous les trois depuis tout à l'heure, les alliances de l'Iran avec la Russie et avec la Chine font d'elle une puissance. J'ai lu quelque part, je ne me rappelle pas dans quel journal, je n'ai pas toujours la mémoire des articles, et j'en termine là, que la Russie a garanti à Israël que l'Iran ne la frapperait pas, sauf si elle venait elle-même être attaquée par Israël. Et vous avez la boucle, et on revient donc à la puissance russe aujourd'hui, qui devient la principale puissance au Moyen-Orient qui règle ces conflits avec Israël, avec la Turquie et en Syrie. Ce n'est plus le rôle des États-Unis, ça n'a jamais été le rôle de la France. Donc aujourd'hui, vous avez une puissance impériale russe qui gère aussi ce dossier iranien. Très bien. Merci Tarek Mani. Luc Michel, juste avant donc le duel, parlez-nous du Soudan. Ce Soudan où le président Vladimir Poutine, le russe donc, a déclaré, je le cite, « Le coup d'État est le résultat d'une transition ratée et de l'ingérence des puissances étrangères » et fin de citation. Avant de vous répondre, Bachir, je vais répondre à nos téléspectateurs. En ce moment, il y a des dizaines de messages sur les réseaux sociaux. Nos téléspectateurs manifestent leur satisfaction de voir qu'à part sur des points de départ dans cette émission, Gamal, Tarek et moi-même, nous sommes d'accord. Vendredi soir, dans le Mérite panafricain, j'étais sur un plateau avec des panélistes sur lesquels je me suis souvent opposé, mais nous étions tous d'accord pour saluer la victoire du peuple malien. Nos téléspectateurs, ils ne veulent pas des clashs, ils ne veulent pas des duels, ils veulent au contraire un front uni, quelles que soient les différences, pour défendre l'Afrique. J'en viens maintenant à votre question. Vladimir Poutine, il explique que le Soudan, c'est le résultat de l'ingérence occidentale et israélienne en Afrique. Et vous savez qu'il a déclaré en 2014 que la diplomatie internationale, c'était l'empire du mensonge. Il explique ici à mots couverts, avec les mensonges de la diplomatie, qu'en réalité, la Russie soutient les généraux pro-russes de Khartoum qui ont repris le pouvoir. Qu'est-ce que c'est le Soudan? C'est une des plus vieilles déstabilisations en Afrique. Elle date des années 60. Elle a été commencée par les Israéliens. Pourquoi le Soudan? Parce que le rôle géopolitique du Soudan, c'est la porte d'entrée du Proche-Orient vers l'Afrique et des Israéliens vers l'Afrique. Notamment, les Israéliens puis les Américains, ils vont déclencher le processus de sécession du Sud-Soudan.
En 2009, l'Atlantic Council, qui est le think tank américain tout puissant, qui fournit les ministres de la guerre, les conseillers à la sécurité nationale, les super ambassadeurs américains en Afrique, il nomme un ambassadeur pour les deux Soudans. Pour le Soudan à l'époque, puisqu'il y en a encore qu'un, il s'appelle Donald Booth. Donald Booth, c'est un personnage machiavélique. C'est le collègue, évidemment, euh, des autres, de l'ambassadeur Fels notamment, ou des ambassadeurs en RDC ou au Cameroun. Il organise la sécession du Sud-Soudan, il la fait reconnaître à l'ONU, et puis il organise la sécession de deux régions du Soudan même, c'est le Kordofan et le Darfour. Il est appuyé par les réseaux de George Soros. Il y a en particulier une ONG qui s'appelle The Sentry. Elle est présidée par le milliardaire d'Hollywood George Clooney, l'acteur, mais qui est un des principaux associés de Soros. George Clooney, il parle de l'ONG The Sentry. The Sentry, elle n'a que 3 adversaires. C'est, bien entendu, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabende, c'est le président du Soudan, Omar el-Béchir, et c'est le président de Centrafrique, Touadéra. En 2019, c'est la nouvelle politique de Trump et Bolton, appuyée par l'Atlantic Council. Elle a une réussite, il y a un coup d'État qui réussit à éliminer Omar el-Béchir. Omar el-Béchir, en 2018, il a fait 2 erreurs fondamentales. Il s'est allié à Poutine. Il a notamment donné à la marine russe une base navale pour 99 ans sur la mer Rouge. Les Américains ne l'acceptent pas. Et il a refusé d'intervenir dans une guerre que les Américains veulent déclencher entre l'Égypte et le Soudan contre l'Égypte pour le contrôle des eaux du Nil qui intéresse les Israéliens qui veulent détourner les eaux du Nil vers le Golan, Gaza et la Cisjordanie. Les généraux soudanais, ils commettent une erreur. Ils croient qu'il faut s'entendre avec les pro-américains de l'Atlantic Council pour garder le pouvoir. Les Américains amènent au pouvoir 2 Américains, 2 Soudanais à passeport américain, Abdallah Hamdok et son ministre de l'économie. Ce sont des membres de l'Atlantic Council. Allez sur le site de l'Atlantic Council, il y a des publicités où ils revendiquent l'appartenance d'Abdallah Hamdok à l'Atlantic Council, mais les Russes ne laissent pas les généraux soudanais s'effondrer. Il y a donc 2 pouvoirs qui s'opposent pendant 2 ans. Les généraux pro-russes de Khartoum qui contrôlent un empire économique considérable, comme les Égyptiens, et qui ne veulent pas le lâcher. Et il y a les civils, appuyés par la société civile manipulée par George Soros, par The Sentry et par l'Atlantic Council. Ces derniers jours, les choses se sont décidées. Les Russes ont favorisé le coup d'État des généraux soudanais. Figurez-vous que je connais bien la situation, puisque vous savez que mon bras droit à Bruxelles, c'est un ancien général d'armée de l'armée yougoslave, c'est le général Tomasevic. Il a été l'aide de camp de Tito et de Milosevic, et il a eu pour collègue, il y a une quinzaine d'années, un jeune capitaine soudanais. C'est le général qui a pris le pouvoir à Khartoum il y a quelques jours. C'est un pro-russe qui a fait toute sa carrière du côté des Yougoslaves et des Russes et qui n'aime pas les anglo-saxons. Voilà ce que Poutine explique. Il explique que la crise au Soudan, la crise économique, la situation de guerre civile, les manifestations, c'est les résultats de l'ingérence américaine, de l'ingérence de l'OTAN et de l'ingérence israélienne, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Les Israéliens, ils sont présents tout puissants au Sud-Soudan. C'est eux qui arment les 2 factions depuis 10 ans dans la guerre civile. Ils sont présents dans la sécession du Tigré avec la communauté des Juifs éthiopiens qu'on appelle les Falachas. C'est eux qui appuient la sécession du Tigré et l'armée du Tigré contre l'armée d'Addis Abeba. Et ils sont présents, évidemment, aux côtés de la société civile au Soudan. Poutine a raison de dénoncer cette ingérence. Et malheureusement,
C'est ça la diplomatie internationale. Il ne va pas au bout de sa pensée. Le bout de sa pensée, c'est qu'il ne laissera plus jamais et la Russie perdre sa base navale sur la mer Rouge et le Soudan retomber dans les mains occidentales. Voilà, merci à Luc. Donc, alors, juste pour rassurer nos téléspectateurs, hein, Luc, le duel sur Afrique Média ne vise pas à une confrontation entre nos différents panélistes, mais non, on a un objectif commun. Chacun vient avec ses arguments pour arriver justement à cet objectif. On va prendre le générique du duel. Je ne savais pas qu'il y en avait un. Voilà, c'est 3 minutes chacun, vous le savez, messieurs. Et aujourd'hui, je voudrais quand même donner la parole à Luc Michel et Gamal Abina sur cette question turque. Alors, la question, elle est celle-ci. La Turquie est-elle un nouveau partenaire qui compte pour l'Afrique? Gamal Abina, en 3 minutes. Alors oui, je vais déjà commencer en préambule par préciser que j'apprécie pas toutes les analyses de Luc Michel parce qu'elles sont très documentées et là-dessus, on ne peut pas lui retirer cette qualité. Il fait le travail et c'est d'autant plus intéressant que le duel en question, ça va être un échange évidemment courtois d'arguments et de contre-arguments. Alors moi, j'ai pas... 2016 a été pour moi un tournant par rapport à la politique turque puisqu'on a tenté l'assassinat d'Erdogan. Il a mis ça sur le compte des Goulen, mais en réalité c'est bien les États-Unis qui sont visés et c'est bien effectivement d'autres courants internes à la Turquie. Donc depuis cette tentative d'assassinat, la politique turque a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué et tant mieux parce que ça n'a pas été très très glorieux avant. Et aujourd'hui, l'Afrique peut bénéficier d'un nouveau partenaire stratégique, en plus évidemment des Russes, en plus des Chinois sur la question des industries. Mais les Turcs ont décidé d'investir l'Afrique pour 2 raisons. La première, parce ils sont sanctionnés par l'Amérique, et là c'est une réalité, c'est factuel. On attaque leur économie, la monnaie turque a été divisée par 5 en 5 ans, comme par hasard après la tentative d'assassinat d'Erdogan. Et la seconde raison, c'est parce que lorsque vous avez une monnaie qui est très basse, quand le cours de la monnaie est bas, eh bien, ça favorise les exportations. C'est un mécanisme qui est un peu complexe, mais en gros, le coût de fabrication des produits manufacturés en Turquie est nettement moins cher. Preuve en est, quand les Turcs s'apprêtent à arriver en Afrique, ils arrivent avec 3 éléments. Ils arrivent avec la question de l'investissement productif. On le voit en Algérie, par exemple, avec la plus grande usine textile qui a été fabriquée en Algérie par la Turquie. C'est un vrai partenariat qui permet à l'Algérie de devenir indépendante sur le plan de la production du textile. Ensuite, on le voit sur les questions sécuritaires. Les Turcs proposent non pas seulement des Kalachnikov ou des petits véhicules blindés, mais ils proposent surtout des drones de dernière technologie qui permettent d'observer et qui permettent de pouvoir se défendre contre les attaques, par exemple, de terrorisme, de séparatisme. Et la troisième chose qui est très importante dans la Turquie, c'est qu'ils sont passés d'un échange économique de 5 milliards de dollars en 2003, quand Erdogan arrive au pouvoir, à 25 milliards aujourd'hui. La Turquie a un besoin énorme, un cruel besoin d'exporter des produits manufacturés parce que aujourd'hui, l'attaque sur sa monnaie a des conséquences internes. Et de l'autre côté, la politique turque aujourd'hui est tous azimuts et veut surtout montrer que c'est un pays qui est un partenaire sérieux, qui est un partenaire qui n'est pas un colonialiste, contrairement aux idées reçues. Par exemple, on entend beaucoup en Algérie quelques types un petit peu extrémistes qui prétendent que la Turquie était une puissance ottomane, oui, mais coloniale, non. C'était bien une puissance ottomane. Ce qui démontre que ça n'a pas été d'incolonisation, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de révolte dans l'Empire ottoman vis-à-vis des Turcs, sauf avec les manipulations anglaises. Donc la Turquie est un pays qui compte aujourd'hui. La Turquie arrive avec l'idée de dire nous proposons des produits qui sont moins chers que les produits occidentaux et qui sont évidemment de meilleure qualité que les produits chinois. Nous proposons d'aider les pays à stabiliser par l'utilisation d'armes de haute technologie et surtout nous proposons d'investir et de faire des échanges entre la Turquie et l'Afrique. Preuve en est, c'est que la Turquie a ouvert aujourd'hui 43, bientôt 44 ambassades et qu'elle est en train de faire un marathon pour visiter 30 capitales africaines. Et c'est le président Erdogan lui-même qui organise un sommet Turquie-Afrique, non pas avec des représentants de la société civile, mais avec les chefs d'État africains. Donc les Turcs prennent l'Afrique très au sérieux et ont besoin de développer leur économie. Voilà donc le temps imparti pour Gamal Abina. Luc Michel, on rebondit avec vous sur la même question, justement. La Turquie, partenaire fiable pour l'Afrique? Je suis un adversaire de toujours de l'islamisme turc. La Turquie, c'est le 2e armée de l'OTAN, c'est le principal allié des États-Unis en Méditerranée et au Proche-Orient en Afrique, et elle est chargée de remplacer la France. C'est cela, la politique africaine qui est d'accueillir la Turquie, c'est une politique suicidaire, et ceux qui soutiennent cette politique suicidaire, ils sont saisis
par ce que j'ai appelé le syndrome de Stockholm géopolitique. S'il suffit de critiquer la France pour être allié de l'Afrique, c'est un suicide géopolitique. La politique d'Erdogan, elle est vertébrée par 3 projets. Le tout d'abord, c'est le néo-ottomanisme. C'est la reconstitution de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, tout d'abord, c'est un empire colonial qui a dominé les Balkans, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord à coups de massacres et de guerres coloniales. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de révolte, parce qu'elles ont toujours été étouffées dans le sang dès le départ. Allez voir ce qu'a été cette politique. La reconstitution d'un empire néo-ottoman, elle n'est possible que sous parapluie américain. Il faut le remodelage des frontières géopolitiques du Proche-Orient et d'Afrique dans ce qu'on a appelé le Grand Moyen-Orient américain, qui est devenu le printemps arabe, puis le printemps africain, puis la nouvelle politique africaine de Trump et Bolton. Deuxième projet, c'est le pantouranisme. C'est l'union de tous les peuples de langue et de culture turque dans un empire turc. C'est un projet qui est directement opposé contre le néo-racisme russe. En 1920, la Turquie a déclenché une guerre contre la Russie bolchevique qu'elle a perdue pour le contrôle des républiques turcophones d'Asie centrale. Et le pantouranisme, il connaît une manifestation actuelle, c'est le soutien aux côtés des Israéliens de la Turquie à l'Azerbaïdjan, aux côtés des Israéliens, notez-le, parce que la Turquie se dit pro-palestinienne, mais en réalité, c'est une prostituée qui couche avec Israël et qui est liée par des contrats économiques. Eh bien, la Turquie est contre l'Arménie et contre la Russie et contre l'Iran dans la guerre pour le Nagorno-Karabakh. Troisième projet, évidemment, ce sont les points chauds actuels. C'est donc, comme je vous l'expliquais, la Syrie, c'est l'Arménie et ce sont les projets en Afrique. Dans chacun de ces projets, la Turquie dit à la Russie, nous allons nous entendre avec vous, mais dans la pratique, elle fait une politique pro-américaine. D'ailleurs, les Russes commencent à en avoir assez. Ça fait 1 mois maintenant que l'aviation russe, avec les milices iraniennes et avec l'armée arabe syrienne, bombarde la position des alliés des Turcs à Idlib. Dernière chose, c'est le dossier libyen, si vous me permettez. En 2019, Haftar qui est... Alors, on va laisser parler Luc et on redonne la dernière parole à Gamal. Luc, en 30 secondes. Alors oui, donc par rapport à la question du néo... je laisse finir, ok. Et donc c'est la Libye. En 2019, Haftar qui a de nouveau retourné sa veste, il s'apprête à prendre le contrôle de Tripoli et d'établir un régime pro-russe. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les Américains cherchent Erdogan de reprendre le contrôle de la Libye. Et comment fait-il? Il aéroporte 10 000 djihadistes de Syrie. Le ministre Lavrov, en 2013, il disait qu'on ne peut pas soutenir les djihadistes et les amener au pouvoir en Libye et prétend combattre le djihadisme au Sahel. Erdogan, il dirige une internationale politique qui a 2 ailes. Il contrôle politiquement les frères musulmans, qui sont les principaux alliés politiques des États-Unis, et il dirige une aile militaire. C'est le parrain des djihadistes, notamment d'Al-Qaïda en Libye, le Jabhat el-Nusra. Depuis que les Turcs sont arrivés en Libye, il y a à côté d'Al-Qaïda, de Daesh et de Boko Haram, il y a maintenant une 4e composante djihadiste, c'est justement le mouvement Al-Nusra. Il est constitué des djihadistes syriens. S'imaginer que la Turquie vient aider les Africains, c'est s'imaginer qu'une prostituée, parce que ce n'est que ça, vient défendre la vertu. Merci Luc Michel. Alors, Gamal, pour rester équitable, on vous donne 30 secondes supplémentaires. Gamal. D'accord. Donc, sur le néo-ottomanisme, ça n'opère pas sur l'Afrique. Donc, le néo-ottomanisme n'opère pas sur l'Afrique subsaharienne. Ça n'a pas de sens d'en parler. Ça a du sens en Afrique du Nord, mais il se trouve que ça profite à l'Afrique du Nord. Les liaisons entre l'Algérie et la Turquie sont très fortes.
La Tunisie, effectivement, peut bénéficier du soutien turc, mais surtout, et c'est le plus important, l'Afrique subsaharienne. Ah oui, je ne vais pas répondre, c'est un peu long, sur le fait qu'il n'y a pas eu de colonisation turque. C'est un empire musulman, c'est l'empire ottoman, et non pas turc. Donc c'est un empire qui n'est pas racialisant. C'est important de le rappeler, et donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de révolte. En Algérie, ils ont toujours été en révolte avec la puissance coloniale française, mais pas avec les Turcs. Ce qui démontre que cet argument n'est pas valable. Après, pour ce qui concerne l'Europe centrale, c'était la guerre, effectivement, mais on ne va pas revenir là-dessus trop long. Très rapidement. Pour ce qui concerne expliquer, comment on peut expliquer que les Américains attaquent la monnaie turque après l'attentat commis contre Erdogan qu'ils ont voulu assassiner avec sa famille? C'est le même processus qu'avec l'Irak de Saddam Hussein. On utilise l'Irak de Saddam Hussein pour attaquer l'Iran et après on se débarrasse de l'arme. Ensuite, pour ce qui concerne l'idée que les Turcs ont une politique qui serait, comme vous l'avez dit, bon le terme est très fort, de prostituer. Moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que déjà, ils achètent des S-400 russes contre l'avis de l'Europe, de l'OTAN et des États-Unis. Ça se passe pas bien à ce moment-là, parce que les Turcs ont une politique, ils ont eu un échec avec les frères musulmans dans les pays comme la Syrie, avec les Nosra et dans la poche d'Idlib. C'est un échec total, ça a été négocié avec les Russes à Sochi, mais il n'en demeure pas moins que c'est un échec. Donc la politique turque du néo-ottomanisme est un échec, ils le savent. En revanche, sur le plan économique et sur le plan de l'influence, les Turcs jouent leur carte et le jouent très bien parce que Erdogan reste un nationaliste, c'est donc allié avec des nationalistes extrêmes aussi, ça on le sait, mais Erdogan est quelqu'un qui veut défendre les intérêts de son pays en premier lieu. Alors si ça doit être avec une alliance avec les États-Unis, il le paiera. Si ça doit être une alliance avec les Russes, il la fera. Avec les Iraniens, il la fera. On se rend compte par exemple de la volonté d'Erdogan de soutenir le gouvernement de Sarraj contre l'homme de l'Amérique. N'oublions jamais quand même que ce qui est soutenu par les Russes aujourd'hui était l'homme de l'Amérique. Je parle donc du traître Haftar qui a trahi Kadhafi en 87 en Libye, dans sa guerre au Tchad. Haftar est un homme de la CIA, il a une carte américaine, donc on ne va pas me dire qu'Haftar devient l'allié des Russes. C'est un allié de circonstance qui devra sauter, je l'espère. Ça ne veut pas dire que je soutiens le gouvernement légal qui a eu des élections, des circonstances qui sont abominables en Libye, mais aujourd'hui Haftar est le problème, ce n'est pas la solution. Ça ne veut pas dire non plus que les Turcs soient une solution en Libye. La solution elle viendra des Libyens. Mais pour faire simple, si les Africains travaillent avec les Turcs, ils travaillent avec un partenaire qui a besoin de s'en sortir économiquement et qui a besoin de montrer que la France et l'Angleterre, les anciennes puissances coloniales, sont les pires solutions pour l'Afrique. Donc ce partenaire fera beaucoup d'efforts pour investir et pour faire des investissements productifs. Exemple simple, 1500 projets réalisés en industrie en Afrique viennent des Turcs. Ça n'a jamais existé. Tous les projets français en Afrique, s'ils arrivent à faire 1000 projets maximum pour créer de la richesse, ça tient du miracle. Donc effectivement, il y a une guerre économique très violente entre la Turquie et la France sur son précaré français, entre la Turquie et l'Angleterre, évidemment entre la Turquie et les États-Unis qui sont en concurrence sur l'Afrique. Si les 30 secondes me sont accordées en plus, je pourrais développer. Il n'en demeure pas moins que on ne peut pas réduire l'idée que la Turquie est dans l'OTAN, donc la Turquie est un ennemi de l'Afrique. C'est trop facile et trop simple. Si la Turquie équipe les pays africains d'armes de haute technologie, ça devient un problème pour l'OTAN. Si la Turquie investit en Afrique dans l'investissement productif, ça devient un problème pour les puissances coloniales qui extrayaient gratuitement des richesses quasiment. Donc la Turquie, effectivement, il faut s'en méfier. Ça reste un pays qui travaille pour ses poches, mais ça reste un pays qui travaille pour la Turquie avant toute chose. Et il ne faut pas s'en méfier plus que de la France ou de l'Angleterre. On a vu le résultat de la France ou de l'Angleterre, c'est l'échec total. Merci donc, Gamal, donnons merci une chance à Gamal. la Turquie. Allez. Gamal, là, vous m'obligez encore à donner 30 secondes à Luc, et pourtant l'émission est arrivée à son terme. Luc, je vous en prie, soyez bref et précis. Autant que de la France, des Américains, des Britanniques ou des Belges, on ne choisit pas entre la peste et le choléra. Maintenant, Gamal, il commet l'erreur qu'on fait souvent, je l'ai expliqué au cours de l'émission, c'est que les alliés géopolitiques des Occidentaux, ce sont des adversaires économiques. Et l'Amérique est très contente de la guerre économique entre les Turcs, les Français, les Grecs, etc. Il faut constater quelque chose, c'est que l'industrie d'armement turque, elle est d'ailleurs parrainée. Allez, messieurs, c'est un sujet qui reviendra certainement. Merci en tout cas à vous de vous être prêtés à ce grand duel. Un grand merci à Tariq Mani qui aujourd'hui observait tout simplement ce qui se passait entre Gamal et Luc Michel. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés dans la production de cette autre édition de Géopolitique Internationale. On se retrouve très bientôt sur les antennes d'Afrique Média, la télévision panafricaine.